Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petite émission du jour centrée sur une question encore intéressante. J'ai déjà traité pas mal de fois, mais je pense que là aussi ça méritait une petite vidéo de piqûre de rappel où on traitera ce sujet de façon spécifique avec la profondeur nécessaire. En gros, est-ce que le bear market est terminé? Alors, j'ai déjà répondu assez largement à cette question et vous savez que je fais partie de ceux qui vont brouiller la réponse pour faire ni oui ni non, peut-être, etc. Non, bon, pour moi c'est oui, c'est clair, point barre. Ça fait des mois et des mois que je l'ai dit, que pour moi le bottom technique avait été atteint en juin de l'année dernière. On a eu un petit deuxième cycle bonus avec l'effondrement de FTX en octobre, mais point barre, les bottoms sont faits. Certains actifs, eux, vont effectivement plus bas en termes de prix, souvent dû à des dilutions des tokens supply. C'est-à-dire, vous avez des tokens qui font des all-time lows, en ce moment même, mais ce sont surtout des tokens qui sont associés à une très grande inflation. Ça veut dire qu'en fait, si vous les regardez avec une market cap, la market cap, elle ne fait pas du tout de nouveau plus bas. Donc, on va voir un petit peu pour moi donc, tous ces aspects techniques et fondamentaux qui voilent la lecture graphique et qui perturbent la compréhension globale de l'état dans lequel on est. Donc, je vais d'abord commencer par lister l'essentiel des choses qu'il y a à retenir de ce bear market, même si moi, pour ma part, je le dis bien encore, d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire allocation de valeur, les investissements que j'ai faits en 2019 sont très loin d'avoir atteint leurs objectifs et je ne pense absolument pas que la direction a changé. Je pense simplement que les pistes ont été brouillées par différents aspects. Donc, qu'est-ce qui a pu brouiller ces pistes? Pour ma part, il y a déjà deux éléments conjoncturels qui se sont produits entre 2020 et 2022. C'est-à-dire, il y a un facteur pour moi extrêmement important en macro, qui est de dire, on a quand même, rappelez-vous, enfermé des gens chez eux, les laissant face à leurs écrans et avec de l'argent. Donc concrètement, c'est vrai qu'on a vu un afflux de nouveaux traders sur Internet. Et évidemment, ces traders, comme tous les traders qui ne savent pas trader, eh ben, ils cherchent la volatilité. Là où on peut gagner beaucoup d'argent très très vite, puisque encore une fois, ça c'est ce que les vendeurs de rêves sur Internet cherchent en premier. Donc tous les vendeurs de rêves et les pseudo-traders se sont mis sur la vague crypto. Et cette vague crypto, elle était alimentée par deux narratifs. Je vous rappelle, pour moi, 2021, je découpe clairement aujourd'hui deux narratifs. Il y avait l'adoption du réseau Ethereum, mais son incapacité à absorber cette adoption. Rappelez-vous les gas fees, le DeFi Summer, la folie de 2021, l'envolée lyrique d'Ethereum et évidemment donc la saturation totale du réseau. On va chercher des niveaux complètement stupides et dangereux de gas fee, tout simplement parce que le réseau n'est pas encore suffisamment mature. Mais, je vous rappelle, dès 2021, la roadmap mettait déjà en place ces solutions de scalabilité. Il fallait juste leur laisser le temps, en fait, de se structurer. C'est juste que là, non, on avait la frénésie furieuse de tous ces gens qui, sans vraiment même comprendre la crypto pour certains, fonçaient tête baissée parce que ça, apparemment, on m'a dit que c'était bien. Et puis, en plus de ça, putain, ça monte, je gagne beaucoup d'argent, donc effet de levier, tout ça, tout ça. Donc, il y avait ce facteur-là, le facteur vraie révolution, mais asynchronisme avec pardon, ce problème avec la capacité d'acceptation du réseau face à sa maturité, alors qu'encore une fois, aujourd'hui, donc simplement 2 ans et quelques après, Ethereum est capable d'absorber via ses Layer 2 une très large partie de cette adoption passée, plus probablement la prochaine vague d'adoption. Donc encore une fois, ces problèmes de 2021 ont été solutionnés aujourd'hui, ou en tout cas sont en phase de l'être. Donc, pour moi, toujours des problèmes de temporalité, c'est-à-dire des anticipations beaucoup trop spéculatives, doublées d'un deuxième facteur, c'est-à-dire donc ces attentes irrationnelles face à la maturité relative des réseaux, c'est-à-dire tout le monde s'est dit ah c'est pas grave, bas les couilles, on y va aujourd'hui quand même parce qu'il faut y aller avant les autres. Donc ces attentes spéculatives sur de toute façon quelque chose qui allait être délivré plus tard, mais juste l'erreur quant à la compréhension des durées en jeu pour que ces protocoles et processus et infrastructures restent décentralisés. Je vous ai toujours dit que construire décentralisé, c'est beaucoup plus long que construire centralisé. C'est aussi pour ça que tous les disrupteurs qui viennent et espèrent changer le game sont toujours centralisés et dangereux face à des protocoles beaucoup plus longs, lents et mis en construction décentralisée. Bref, donc comme toujours, la lenteur, c'est signe de qualité dans la blockchain. Il ne faut pas chercher la vitesse et la disruption. La plupart des réseaux aujourd'hui fonctionnent très bien, il faut juste les scaler. Et ça prend du temps et c'est normal. Donc attention à ne pas courir plus vite que la musique. Première leçon de cette asynchronicité sur le cycle 2020-2022.
La deuxième chose, évidemment, c'était le débasement du dollar. C'était le narratif qui, pour moi, a créé donc ces stimuli tchèques aux US, cette explosion de la masse monétaire et le débasement de toutes les monnaies mondiales. Et tout simplement, cet état de fait il y a de l'argent, il faut qu'ils s'investissent, et tous ces mauvais investissements. Pour moi, la responsable aujourd'hui de ce bear market technique qu'on connaît sur les marchés, et qu'on a vu quand on avait fait les analyses fondamentales sur Glassnode, entre autres, etc., tous les NUPL, tous les ratios de valorisation montrent que nous avons atteint des territoires de sous-valorisation qu'on ne trouve normalement que lors des bear markets précédents crypto. Mais il y a bien des choses qui me marquent. Et pour ça, je ferai référence et je rendrai à César ce qui est à César. Cette émission-là que je viens de regarder ce matin et qui m'intéresse beaucoup et qui me fait rebondir dessus. Vous avez donc les quatre grands founders autour de la table. Donc Chainlink, voilà, hop. Donc vous avez ici Paul Cadot, Chainlink, Monsieur Vava Labs et je ne sais plus, je pense à ce NIR Protocol ou un truc comme ça. Mais donc très très intéressant, je rebondissais sur ce que disait Monsieur Nazarov, donc plutôt Chainlink, très intéressant de dire, en soi c'est la première fois qu'on a un bear market qui est causé par un retrait des liquidités. C'est-à-dire que ce bear market qu'on connaît ici, pour moi il est causé uniquement par le retrait des liquidités spéculatives, c'est-à-dire celles qui tout simplement avaient voulu acheter avant les autres parce que de toute façon c'était le futur, etc., mais qui ne prenaient pas en compte les durées nécessaires de construction et d'entretien de ces technologies décentralisées. Tout simplement, c'était je dois rentrer maintenant parce que sinon je serai à la bourre, et puis je sais que les autres vont arriver derrière, donc j'achète pour eux. Vraiment cette anticipation temporelle due à des effets de marge. Encore une fois, la différence, c'est que moi, une large partie de mon portefeuille a été investie en 2019 en spot et que je n'ai pas cette notion temporelle de il faut que ça paye maintenant parce que sinon j'ai des taux d'intérêt, j'ai des niveaux de liquidation, etc. Moi, je m'en fous. J'ai des objectifs et je ne change pas tant que la stratégie globale n'est pas invalidée. Et ce sont des objectifs de valorisation, pas des objectifs de momentum. D'accord ? Donc il s'agit vraiment de faire attention à ça. Moi, je ne fais pas partie de cette foule spéculative. J'étais très content, évidemment, de voir le portefeuille décoller en 2021, mais encore une fois, les objectifs pour moi, c'était 2024-2025, et les prix, malheureusement, n'ont rien à voir avec ce qui ont été atteints pendant le cycle précédent. C'est sûr qu'avec le rythme auquel on était, on pouvait éventuellement atteindre les targets plus vite que prévu, et je ne me serais pas privé de ça, mais preuve est de constater que voilà, la résultante, qu'on connaît maintenant aujourd'hui dans les prémices, dans les tréfonds du bear market, c'est que en fait, toute cette liquidité spéculative qui est arrivée en même temps que l'adoption, d'accord, State of Crypto Index, on voit qu'en fait, pour ma part, d'un point de vue fondamental, la crypto, elle n'a pas du tout baissé. Elle a juste absorbé, il y a toujours autant de développeurs, voire plus qu'avant. On l'avait vu dans cette analyse qu'on avait fait du rapport i16z. Énormément de facteurs laissent à penser qu'il n'y a pas du tout eu de bear market sur le développement de la crypto, bien au contraire. Le seul bear market qu'on a, il est sur les prix. C'est-à-dire, concrètement, ce sont des facteurs de valorisation qui montrent un effet de bear market. C'est un effet un peu autoréalisateur, parce que du coup, on appelle bear market et on reproduit les cycles précédents. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, mais du coup, alors là, on avait passé tant de machin, et vous avez des gars qui, du coup, continuent de vous dire, ça va se passer comme la dernière fois, on ne pourra pas avoir avant ceci, cela, etc. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est juste de dire, la trajectoire globale, elle est haussière. À partir de là, si vous comprenez ça, vous comprenez que les ratios multiplicateurs en jeu dans ces mécanismes d'adoption, on l'avait dit, ont forcément des durées limitées. Et je fais référence à ça sur l'émission qu'on avait fait spécifiquement sur les CAGR, Compound Annual Growth Rate, pour vous montrer que quand on a effectivement de la croissance dans les rythmes de croissance, ça ne peut être associé qu'à des ruptures technologiques majeures, et Dieu sait qu'il n'y en a pas partout, donc il faut vraiment une technologie disruptive, ce qui est clairement le cas de la blockchain. Pour les infrastructures, j'entends bien, après le délire de mon super token, etc., ça c'est pas une révolution, ça c'est juste du vent. Bref, donc il y a quand même des technologies disruptives là-dessus, et on les connaît, d'accord ? Par exemple, la capacité de transférer de la valeur, ça c'est la révolution Bitcoin, de la valeur numérique via des mécanismes de consensus, etc. La vraie révolution de la blockchain, entre guillemets, avec une unité de compte inhérente à cette blockchain, ça c'est la révolution Bitcoin. Après, vous avez la révolution smart contract, comment on peut ajouter de la programmabilité, cette forme d'ordinateur décentralisé qui peut s'auto-programmer, s'auto-réguler, avec lui aussi sa même unité de compte, Ethereum. Encore une fois, il ne faut pas essayer de dire Ethereum tue Bitcoin, Bitcoin tue Ethereum. Non, c'est débile, c'est deux trucs différents, et les deux sont une révolution fondamentale.
Il y aura peut-être d'autres révolutions, comme on va le voir. Moi, vous ai essayé de vulgariser cet écosystème très, très largement, l'écosystème Cosmos, qui est de dire, ici, on applique la technologie blockchain à de la base de données. Concrètement, on crée des bases de données décentralisées et interconnectées qui pourraient créer un environnement économique décentralisé, très intéressant, mais on est encore une fois dans des cas d'application ici économiques, ce qu'on appelle le Web 3, entre guillemets, mais qui n'a rien à voir avec le métaverse mes couilles. Hein, voilà. C'est pour moi ça. Et c'est là que se trouvent les cas applicatifs révolutionnaires de la blockchain. C'est là où je pense qu'on peut voir ces S-curves et pas le reste. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a 50 millions de tokens qui servent à rien, d'accord ? Eux, ils ne sont pas du tout dans des ruptures technologiques. Ils surfent sur la rupture technologique de quelques projets, de quelques écosystèmes. Et il s'agit encore de raisonner écosystème. S'il y a un effet de rayonnement, c'est de dire la valeur, elle est dans Ethereum et dans tout son écosystème. C'est une capture de valeur qui n'est pas faite que par Ethereum. Et ça, il faut le comprendre. Pareil, chez Cosmos, on l'a dit, cette capture de valeur verticale, elle est même extrêmement faible, voire autodestructrice. Qui essaiera de capturer verticalement se fera remplacer par quelqu'un qui le fera moins. Donc, il s'agit bien de comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes, mais de comprendre où se trouve la valeur réelle dans les technologies disruptives. Il n'y a que là que vous pouvez avoir ces fameux CAGR, Compound Annual Growth Rate, qui permettent d'avoir des objectifs graphiques qui dépassent x4, x5. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un token fasse plus de x4, x5, d'accord ? Sinon, c'est généralement quasi impossible de tenir des rythmes de croissance comme ça. Donc, il s'agit bien de retenir tout ce qu'on avait dit sur le CAGR. C'est de toute façon temporaire. Vous ne pourrez pas reproduire ces rythmes de croissance sur 10, 15, 20 ans. C'est complètement débile. Il n'y a aucune chance que ça se produise. Peut-être sur Bitcoin qui a des rythmes d'adoption beaucoup plus lents, et ça on l'avait vu sur les émissions cycliques. Donc Bitcoin pourrait voir ses Compound Annual Growth Rate continuer pendant plusieurs encore années, puisque son rythme d'adoption à lui, sa S-curve à lui sur Bitcoin est beaucoup plus lente par exemple que celle sur Ethereum, qui devrait atteindre ses niveaux de valorisation rationnel plus vite que Bitcoin. Mais ça, on l'avait dit, attention, encore une fois, à ces overlaps de cyclicité. Il y a la partie Web 3, dont on parlait, qui, elle, n'a même pas encore connu son pic de hype. On a la technology trigger, on sait que c'est possible, mais il va falloir évidemment créer une bulle spéculative autour de ça, comme d'hab. Je l'ai dit, je pense qu'il y aura une bulle Web 3 sur le prochain cycle de « Oh mon Dieu, c'est génial ce qu'on peut faire avec ces bases de données décentralisées. On peut faire tout un tas de trucs, et puis c'est génial. » Et voilà. Évidemment, on va aller faire n'importe quoi avec ça, et puis on verra derrière s'il y a une vraie rupture technologique d'adoption dans les prochaines années. Voilà toujours mon point d'exergue personnel. Ce qu'il s'agit donc de dire ici, c'est si je dois répondre à cette question, est-ce que le bear market est fini ? Je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas eu de bear market. La seule chose qu'on a connue ici, c'est une asynchronicité sur les attentes spéculativement irrationnelles et des effets de levier dangereux qui ont causé eux-mêmes leurs propres pertes. Des acteurs malicieux qui, tout simplement, ont joué avec des gestions du risque totalement non basées. Mais pour ma part, les actifs de qualité, comme Bitcoin, suivent une trajectoire d'adoption de moyen terme en rupture technologique, point barre. Des actifs comme Ethereum montent toujours extrêmement en valeur et là encore, tout les métriques d'adoption le prouvent. C'est ça que j'avais voulu vous montrer dans le State of Crypto. C'est que, en soi, le seul bear market qui ait jamais existé, il est sur les prix. Mais on n'a pas du tout un bear market comme les précédents. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je vous montrais la vidéo tout à l'heure, il y a des aspects, pour ma part, assez marquants qui me laissent clairement à penser que certains actifs ne connaissent absolument pas un bear market. Ils subissent les effets collatéraux de liquidation. Et tout un tas d'actifs se font démonter parce que concrètement, ils n'ont que très peu de cas d'usage. Eux, ils ont surfé sur la vague de Ethereum ne peut pas scaler, donc on va apporter des solutions de scalabilité à Ethereum. Sauf que je vous l'ai dit, les alt layer 1 aujourd'hui sont voués à mourir ou à trouver des niches de valorisation. Et certainement pas, aucun d'entre eux, d'accord, Solana, ça ne retournera pas en ATH. Avax non plus. Tous ces trucs-là, d'accord, ça peut remonter, mais les attentes irrationnelles seront probablement non suivies de niveaux de valorisation supérieurs. Éventuellement, peut-être dans 10-15 ans, mais ça va être très très compliqué encore une fois. Ces trucs-là vont devoir trouver des niches de cas d'utilité. La révolution a toujours été la même, d'accord ? Que fait Avalanche que ne sait pas faire Ethereum ? Franchement, pas grand-chose. Que sait faire Solana que ne sait pas faire Ethereum aujourd'hui ? Pas grand-chose non plus. D'accord ?
Donc soyons bien rationnels, il va y avoir des cas d'usage particuliers, des max TPS de Solana et du non-slashing des collatéraux de risque sur Avalanche. Ces cas d'usage clairement existent, mais ils ne sont absolument pas ceux qui ont été pitchés en 2021. Concrètement, les niveaux de valorisation atteints à l'époque, sans parler de la dilution des tokens, hein, je vous avais rappelé, je vous avais prévenu d'ailleurs des dilutions sur Avalanche, etc. Donc bref, maintenant que ces tokens supply sont dilués, il va falloir trouver des cas d'usage et il va falloir justifier des niveaux de valorisation. Pour ma part, je vous l'ai déjà dit, ces trucs-là, 30 milliards de dollars pour un machin comme ça, 70 pour ça, vous pouvez clairement oublier des ATH pour ces trucs-là. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des rendements à aller trouver là-dessus, mais il s'agit de faire attention. Donc pour moi, ce bear market, oui, tous ceux qui ont eu des attentes spéculatives complètement folles, c'est-à-dire si vous prenez 2020, 2022, des trucs comme ça, non mais vous vous réveillez un peu les gars ? D'accord ? C'est de la folie furieuse. On est sur du grand n'importe quoi. Là, c'est carrément l'infini. Enfin bon, bref. Mais il faut juste revoir les niveaux de valorisation. 2000% ici. Enfin voilà. Prenez juste, en fait. Hein, d'accord ? Sur ce truc-là. C'est-à-dire même pas un an. D'accord ? Sur ce truc-là, vous partez de décembre 2020 jusqu'à décembre 2022. 37 000%. Mais encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'une révolution ou non ? Sinon, vous savez très bien que les rythmes de croissance sont littéralement intenables et absolument pas en lien avec des fondamentaux. Des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas se planter. D'accord ? Là, on était clairement dans de la pure bulle spéculative sur ces actifs-là. Je vous avais averti d'ailleurs à l'époque, et je vous l'avais bien dit qu'il fallait franchement pas qu'il fallait faire très attention à ces actifs-là. Extrêmement attention. Leur rythme d'adoption à l'époque était franchement hors sol. Maintenant, moi le premier, je me suis fait avoir là-dedans avec le super cycle, etc. Et nanana. Ok ? Donc il est clair que sur ces alt layer 1, de toute façon, j'ai toujours eu des expositions marginales. Ils n'ont jamais fait partie prenante de mes portefeuilles. Ça a toujours été moins de 5% sur ces actifs-là. Et vous avez toutes les vidéos précédentes pour le prouver. Maintenant, voilà. Bon, est-ce que je pense que Solana, Avalanche, des trucs comme ça, c'est de la merde ? Non, mais ça vaut pour tous. Hein, d'accord ? Theta, même chose. Attente complètement irrationnelle. Vous voyez ces trucs-là. Ok ? Il s'agit bien donc de se rappeler de ce qui a été fait. Ces trucs-là, pour la plupart, retourner en ATH, ça va être très très compliqué. Mais vraiment très très compliqué. Hein. Il ne faut pas réfléchir autrement que ça. D'accord ? Les vraies révolutions technologiques se trouvent sur les projets cœur qui ont effectué ces ruptures. Et pour la plupart, ils l'ont fait déjà depuis un bon moment. Bitcoin, Ethereum, éventuellement Atom. Pour ma part, Chainlink, c'est juste parce que de toute façon, il n'y a pas de DeFi sans Oracle. Donc Chainlink est juste, on va dire, un fournisseur de services essentiel à la finance décentralisée. Et si Chainlink meurt, soit il faut que quelqu'un vienne le remplacer, soit c'est toute la DeFi qui meurt avec. Donc voilà un peu comment il faut séparer ces trucs-là. Okay ? Pour ma part, il y a les cas d'usage de révolution technologique. Ils vont mettre encore des années à se mettre en place, mais de toute façon, ça pousse au cul avec une force folle derrière en termes de fondamentaux, d'accord ? Et dans ces cas-là, pour moi, ces actifs-là n'ont pas connu de bear market. Ils n'ont connu en soi qu'un retrait de liquidité extrêmement violent, mais soyez bien certains que la smart money, elle sait lire la valeur. Et elle sait très bien que ces actifs-là ont une valeur sous le cul. Donc, je vous l'avais dit, attention à ne pas mélanger. D'accord ? Pour moi, il y a quelques actifs qui n'ont rien à voir avec le reste du marché crypto. Il y a ceux de 2021 qui ont des technologies intéressantes, qui ont surfé un peu sur la vague de la demande spéculative sur Ethereum qui était intenable, donc ils ont joué sur la vague Alt Layer 1. Pour moi, les winners qui ressortent de ça aujourd'hui sont ceux que vous voyez d'ailleurs dans cette vidéo, les Avalanche, les Solana, éventuellement Near Protocol et d'autres comme ça. Mais attention, il va falloir se spécialiser. On l'avait toujours dit, la technologie open source et distribuée ne peut mener qu'à la spécialisation. Donc pour ma part, aujourd'hui, les discours que je fuis au possible sont ceux qui vendent le tout faire. Le faire mieux que tout le monde, le machin, sans parler de ceux qui continuent à essayer de se battre contre Ethereum, enfin bon, ça bref, des grosses erreurs de communication, mais bien il s'agit de comprendre que cette spécialisation, c'est le narratif de base, d'accord ? À comprendre, la spécialisation, c'est de toute façon l'avenir de tous ces alt layer 1, se spécialiser ou mourir. Il y en a qui vont mourir, hein, on ne va pas se mentir, c'est clair. Il n'y a pas de place pour 50 blockchains qui vendent des 300 000 TPS.
D'accord ? Parce que des cas d'usage où on réalisera 300 000 transactions par seconde, déjà, j'en vois pas beaucoup aujourd'hui, on l'avait dit. Il y aura probablement des cas d'usage, oui, pour certains cas d'application qui nécessitent effectivement des transactions rapides, mais c'est relativement niche. Là encore, la plupart des actions humaines rationnelles et normalement constituées de transferts de capital ne requièrent absolument pas 300 000 transactions par seconde. Hein, voilà. Et donc, on fait toujours attention à cet aspect-là, très très important donc pour ma part, de retenir qu'il n'y a donc pas un marché crypto ni une alt season qui nous attend. Il n'y a pour ma part même pas eu de bear market, si ce n'est un bear market technique, c'est-à-dire qu'effectivement, celui qui a acheté la hype et qui a vendu en bas, lui, il a fait de la connerie. Celui qui a investi en 2019-2020, pour ma part, aucun souci. Il y a eu pour ma part même des erreurs de parcours, c'est-à-dire que je me suis fait attraper dans ce narratif de le super cycle, etc. Et moi, le premier, j'ai acheté des replis ici et j'ai pas pu sortir avec les conneries de Luna, etc. Donc oui, c'est clair qu'en termes de management des renforts dans ma stratégie, j'ai clairement pas vu venir ce bear market et je l'ai subi de plein fouet, ce bear market technique. Je regrette toujours, encore une fois, que les actifs de qualité aient subi les courroux du reste du marché. Parce que pour moi, les acteurs nocifs, malheureusement, en ont profité pour s'investir sur ces actifs-là aussi. Les actifs de qualité, il fallait les acheter avant les autres. Maintenant, l'énorme problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que tout le monde met tout dans le même panier. Il y a pour moi, je lui dis, des acteurs qui ne retourneront jamais en ATH. Leurs niveaux de valorisation passés sont tellement hors sol et complètement non en lien avec des fondamentaux d'adoption. D'accord ? Je lui dis, on n'est pas sur du CAGR, sur des trucs comme Avax, Solana, etc. Tout ça, ça ne retournera jamais en ATH. C'est absolument impossible. Donc, ces trucs-là ont vécu, pour ma part, une vraie bulle spéculative. S'en suivra derrière une phase de spécialisation en vue éventuellement d'une réadoption dans les prochaines années après cette spécialisation. Mais il va falloir créer, d'accord, leur propre courbe d'adoption dans un secteur qui leur est propre, là où ils pourront créer leur rupture technologique et justifier éventuellement à ce moment-là de refranchir des ATH. Mais je préfère être franc, d'accord ? Pour moi, il y a vraiment deux marchés crypto. Il y a celui qui est parti dans la stratosphère du grand n'importe quoi spéculatif de 2021-22, il faut aider à y trouver des compétiteurs à Ethereum qui ne peut pas scaler. Je l'ai dit, il n'y a pas de compétition dans un environnement décentralisé. Et ça, c'est le message sur lequel je vais terminer cette intervention. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la crypto, en fait. D'accord ? Au-delà des prix et de l'aspect spéculatif et de la volatilité, de devenir riche, etc., la crypto a toujours eu pour vocation de faire une chose, c'est d'être partie prenante dans les réseaux. C'est-à-dire, cette unité de compte Ethereum, elle sert à se servir de la blockchain Ethereum. Alors oui, il y a tout un tas de connards qui vous parlent derrière sur les réseaux de « Ah nanana, buy my token, achète mon truc, etc. » Je vous l'avais toujours dit, la base de acheter une crypto, c'est de s'en servir. Si vous ne vous servez pas du réseau en question, pourquoi acheter le token ? Concrètement, vous ne faites que jouer à pump and dump. Vous êtes en train de faire du trading sur des actifs qui concrètement ont des rythmes d'adoption très lents. D'accord ? Enfin, ont des rythmes de développement très lents. Je l'ai dit, la technologie réellement décentralisée, ça veut donc dire celle qui a de vrais cas d'usage et celle qui à terme accueillera la vraie adoption, elle va lentement. Donc, ces cycles rapides d'adoption spéculatifs, ils sont dangereux et néfastes. Je pense que de toute façon, à terme, ils disparaîtront. J'avais même fait d'ailleurs ce pari à l'époque de dire il n'y aura probablement plus de baisse supérieure à 50% sur Ethereum. Bon, je m'étais bien planté puisqu'évidemment, c'était des effets de marge qui ont créé ça. Mais je le maintiens. Je pense que nous n'aurons plus ces cycles d'éclatement de bulles à l'avenir, en espérant que cette fois, putain, on ait pris la leçon de la claque spéculative de tous ces gens qui ont acheté en marge ou acheté avec l'argent des autres pour être dans le train avant tout le monde. Ce train, encore une fois, il avance lentement. Tout ce qui est réellement disruptif, tout ce qui est réellement blockchain, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une économie compétitive, mais dans une économie collaborative. D'accord ? Ces blockchains publiques, elles sont et elles fonctionnent par un regroupement de personnes et de valeurs. Si vous ne comprenez pas ça, encore une fois, et que vous recherchez ce qui monte ou baisse le plus vite, ce qui monte ou baisse le plus vite, c'est ce qui est centralisé. D'accord ? Ce qui avance vite, ça doit tout de suite être un red flag. Ce qui avance vite, c'est pas du tout décentralisé. C'est pas du tout collaboratif. Ça veut dire qu'un ensemble de personnes qui se connaissent et qui travaillent ensemble bossent derrière. Et ça, encore une fois, c'est tout sauf un réseau décentralisé. Ça s'appelle une entreprise.
Ça s'appelle une fucking security, comme dirait Gary Gensler. Ce sont des gens qui se connaissent, qui vendent un token en vous laissant espérer que vous allez devenir riche juste en buy my token. Mais encore une fois, est-ce que vous avez une utilité de cette blockchain? Est-ce qu'elle est réellement décentralisée? Beaucoup de gens ne se posent même pas la question. Ils regardent un graphique et ils s'imaginent que c'est une crypto, donc c'est comme ça. Non! Pour moi, il y a tout un tas de 95 voire 99% de vraies securities. Ce sont des gens qui se connaissent, qui buildent sur un procédé qu'ils contrôlent et ils vendent ce token à des gens. Et pour ma part, oui, c'est extrêmement dangereux. Par contre, ce qui est fou, c'est de voir la SEC ne s'attaquer pratiquement qu'à ceux qui n'ont pas ces caractéristiques-là. La SEC, elle devrait s'attaquer à tous ces petits projets qui lancent des tokens n'importe comment et qui, effectivement, essaient de vendre ça à des investisseurs. Ça, c'est très dangereux. La réalité, par contre, c'est que les vrais projets décentralisés, les bitcoins, les Ethereum, Atom, éventuellement, Chainlink, tout ça, les gens passent à côté de ces trucs-là. Parce que du coup, ces tokens-là, ils ne sont pas pump and dump, parce qu'encore une fois, ils développent très lentement, de façon décentralisée. Quelle est la raison de ça? Encore une fois, si c'est décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de coordination. Quelque chose qui avance de façon non coordonnée, ça avance lentement. Vous comprenez bien que c'est quand même le b.a.-ba. Ça fait du sens en fait. Mais qu'est-ce qu'on recherche dans ces blockchains? Est-ce qu'on recherche la vitesse d'exécution et de développement? Ou justement non? Ces blockchains, elles existent en opposition au modèle financier qu'on connaît actuellement, ce modèle de la compétition avec de l'extraction de valeur, des marges et surtout donc une vraie compétition sur l'innovation. Il faut être rapide, il faut innover, il faut disrupter. Les blockchains ne fonctionnent pas comme ça. Les blockchains, c'est une économie collaborative. C'est de dire on va se mettre d'accord sur des standards alors qu'on n'est pas d'accord de base et qu'il y aura des dissensions. Il y a tout un aspect politique de la blockchain qui est très long, très lent à mettre en place pour trouver un accord commun. On dit souvent la politique c'est lent, etc. Les entreprises sont bien meilleures pour créer de la valeur puisqu'elles n'ont pas ces aléas politiques à prendre en compte. Et bien c'est exactement ça. Les blockchains, c'est comme de la politique. C'est long, c'est lent, mais par contre, c'est extrêmement résilient. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qu'on recherche dans les blockchains, c'est tout sauf la vitesse. On recherche justement une forme de collaboration, de consensus, de compromis. Et tous ces trucs-là, ça prend énormément de temps. D'accord ? Ça gaspille énormément d'énergie. Il y a un manque crucial et flagrant de collaboration dans les écosystèmes crypto qui sont de vrais cryptos. Tout simplement, vous allez voir des gars qui bossent en parallèle sur des mêmes projets et qui vont, eux, être en compétition sur la même infrastructure. Il s'agit de comprendre que les vrais cryptos sont des infrastructures communes de travail, d'abord pour l'instant, pour ma part, toujours basées sur ces anciens fonctionnements Web 2, c'est-à-dire vous allez voir des gars qui essaient de build le plus vite le meilleur protocole que le voisin pour faire un go-to-market le plus rapide. Là, encore une fois, pour moi, ce sont les marques d'un fonctionnement économique qui est celui dans lequel on est aujourd'hui, mais qui n'est pas celui dans lequel on sera demain si ces blockchains prennent bien la place que je pense qu'elles prendront. Dans ce cas-là, on va transposer d'une économie compétitive vers une économie collaborative. Il y aura toujours évidemment une sphère privée compétitive. Loin de moi de dire le contraire. Et rappelez-vous, j'ai dit toutes les révolutions ne sont pas passées d'un monde A à un monde B. C'est trouver une forme d'hybride entre justement un monde collaboratif et un monde compétitif. Aujourd'hui, on est 100% compétitif. Demain, on ne va pas être 100% collaboratif. On va se trouver au milieu. Les blockchains publiques vont, pour ma part, transposer, et c'est ce qu'on devrait voir sur le prochain cycle, cette économie compétitive en économie collaborative. Au lieu de voir des gens essayer de forker Uniswap pour faire mieux qu'Uniswap, vous allez voir des gens qui vont arrêter ce délire de forker et qui vont commencer à build sur un protocole commun. Pour moi, ces blockchains, ces infrastructures communes, on les a aujourd'hui, on les connaît. Ce sont les Ethereum, les Cosmos, éventuellement Solana, Avalanche, etc. Mais on les connaît, ces écosystèmes, d'accord ? Et comme je vous le disais, ils ont des relations de copinage relativement essentielles. Je veux dire, les gars d'Ethereum connaissent très bien l'écosystème Cosmos. C'est un peu, il y a une forme là encore de connivence très intéressante. Donc, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, les infrastructures sont déjà vues comme des biens communs. Des common goods, des public goods, des commodités, d'accord ? À mon avis, le prochain cycle va voir cet avancement sur le niveau protocolaire. C'est-à-dire que certains protocoles géants, les AV, les Uniswap, etc., vont commencer eux-mêmes à s'installer comme des standards. C'est-à-dire que fini les forks de AV, fini les forks d'Uniswap, vous allez voir des gens commencer à build du protocole et build des applications sur des protocoles communs. Et ça,
Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi on est déjà dans le prochain bull market, qui vont être les valeurs, ceux qui vont apporter de la valeur et de l'adoption dans les prochains cycles. C'est surtout les protocoles qui, à mon avis, ont déjà pignon sur eux aujourd'hui. Ne pas avoir ces protocoles-là aujourd'hui dans les portefeuilles, je trouve ça dangereux. Maintenant, encore une fois, ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément ces protocoles qui vont monter to the moon, bro. Mais ce sont eux qui sont associés avec de la valeur. Ça veut dire que pour ma part, les AV, etc., et les infrastructures, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est pas « Ah ben, on a fait le cycle des infrastructures, maintenant je vends tout et j'achète les protocoles ». Non, non, c'est cumulatif. C'est de dire, moi, sur ce cycle-là, j'entends réinvestir en tendance sur les actifs dont la demande réelle va monter, la valeur réelle, donc l'adoption. Là, on est encore dans des cycles de moyen terme, et comme je vous dis, il ne faut pas voir ça au jour et à la semaine. Mais je dis juste toujours pareil, les spéculations vont bon train. Je vois toujours beaucoup de gens dire hey, « buy my token, machin, mon truc to the moon ». Ça veut acheter des daubes centralisées qui essaient de jouer encore une fois la carte de la vitesse. Je vous dis attention, raisonnez encore une fois. La blockchain est en opposition au fonctionnement du modèle économique actuel basé sur la rapidité et la compétition et la disruption. Et concrètement, c'est à qui triche le mieux. Et après, évidemment, on réglera les comptes en bear market. Non, ça, il faut arrêter. D'accord ? Ça, c'est la façon de fonctionner qui est à l'envers de ce qui est véhiculé par les vrais projets blockchain. Ceux qui ont de la valeur et qui seront adoptés demain. Ceux qui recherchent de la collaboration plus que de la compétition. Donc, voilà le message du jour. Si vous voulez trouver les bons projets pour ma part, trouver des projets qui ne sont pas en train d'essayer de chercher l'adhésion à tout bout de champ, à un coup d'incentive et je dépense du pognon partout pour attirer des devs, des machins et des bidules. Non, essayez de chercher des protocoles et des infrastructures qui ont déjà cette vision du futur, qui sont capables aujourd'hui de comprendre qu'il faut créer des infrastructures et des protocoles communs, qu'il ne s'agit pas d'être en compétition avec les autres et d'avancer plus vite. Pour moi, tous ces gens qui vendent des putains de projets en disant « mon machin fait ci, mon machin fait ça », c'est poubelle. C'est des gens qui comprennent rien à ce à quoi servent réellement les blockchains. D'accord ? Ne mélangez pas, encore une fois, l'aspect spéculatif, prix, machin, à la valeur. La valeur réelle de la disruption des blockchains, c'est que si vous êtes sur les bons protocoles, le temps vous profitera. D'accord ? À côté de ça, si vous êtes dans les pump and dump, ben, c'est juste une affaire de trading, c'est une affaire de timing. C'est est-ce que vous allez savoir rentrer au bon moment, sortir au bon moment. Et Dieu sait que l'histoire a prouvé que même pour des traders professionnels, c'est très compliqué. J'ai pas du tout trouvé le sommet. Alors j'attendais des prix légèrement plus hauts pour take profit, mais force est de constater que même des traders professionnels se sont fait balader par ces cryptos. Donc c'est de dire, imaginez le niveau que ça requiert pour arriver à trouver les bons timings sur ces actifs-là. D'accord ? Le risque et la volatilité inhérente, ça met des étoiles dans les yeux. Oui, on peut devenir riche, etc. Mais encore une fois, si vous associez ça à des effets de levier, alors que concrètement, tout indique qu'avec une gestion du risque professionnelle, les stop-loss, c'est zéro, il faut que vous compreniez que si dans ce cas-là, on ne parle pas de trading, on ne parle que d'investissement. Et si on parle d'investissement, autant investir sur des projets qui ont de la valeur. Au moins là, le temps vous profite. D'accord ? Voilà le message du jour. Donc, si je résume la réponse à cette question, est-ce qu'on a un bear market aujourd'hui ? Non. La seule chose qu'on a, c'est un bear market de retrait de liquidité spéculative. Concrètement, tous les gens qui ont anticipé, machin, se sont fait dégommer. Ils ont bien dû revendre le supply qu'ils avaient acheté à crédit. Par contre, les gens qui sont smart, eux, je suis sûr et certain qu'ils ont acheté ce supply discounté et qu'ils ont sauté sur l'occasion d'acheter ce que certains avaient acheté à l'époque avant eux, en essayant de leur dire qu'ils étaient plus malins qu'eux. Voyez, nous, on a acheté avant. Eh ben non, en fait, il suffisait juste d'être patient. Parce qu'encore une fois, l'argent, il va des impatients vers les patients. Point barre. Et s'il y a bien un truc dont je suis sûr, après 10 ans de trading, c'est ça. C'est que quand vous avez des opportunités avec des gros rendements, comprenez que la variable là-dedans, c'est souvent le temps. Si en plus de ça, vous avez de la volatilité sur l'actif sous-jacent et des traders non expérimentés dedans, qui vont utiliser comme d'hab tous les biais spéculatifs des traders particuliers, le levier, le sentiment, le momentum, et bien en fait, à chaque fois que vous avez ça, ce sont des distorsions de la volatilité. Au lieu de se dire, super, je vais en profiter, je vais savoir comment manipuler ces gens-là, c'est un métier, il vaut mieux vous dire, ok, je choisis ceux qui ont de la valeur, je prends du recul, je ne me laisse pas impacter par cette volatilité. Je ne regarde pas des graphiques en 4 heures, etc. Si je suis sur des actifs qui ont de la valeur, c'est en daily, en hebdo. Et très sincèrement, tous les actifs qui ont de la valeur. Je dis, regardez, qu'elle est passée.
Est-ce que c'est bear, des trucs comme ça? Regardez-moi ces graphiques. Est-ce que c'est bear? Non, c'est pas bear du tout. Tous ces trucs-là, dès qu'ils se relèvent, tout le monde va repasser bullish. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ok? Il y a aujourd'hui, pour ma part, tout un tas de tokens qui, par contre, eux, graphiquement, n'ont aucune chance de se relever. Ça se voit. Dès qu'ils vont remonter, ils vont se faire shorter. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes pour moi. Il y a un monde dans lequel, oui, il y a eu un bear market, parce qu'il n'y avait que des attentes irrationnelles et des valorisations complètement stratosphériques, pas du tout en lien avec des mécaniques d'adoption, mais surtout en lien avec des mécaniques de buy now, achète avant, parce que sinon tu seras à la bourre. Donc franchement, du FOMO, voire du Ponzi. Et puis, bah voilà, évidemment, toute cette liquidité-là, elle s'est en allée aujourd'hui. La plupart de ces blockchains Ad Layer 1 qui étaient dans la stratosphère il y a de ça même pas 1 an et demi, d'accord, tous ces trucs-là, la plupart vont pas se relever. Ils vont devoir se spécialiser et ces niches ne peuvent clairement pas, pour la plupart, rapporter des niveaux de valorisation qui ont été connus. Donc il va falloir que vous soyez rationnel, d'accord? Maintenant, si vous vous accrochez à vos investissements de 2021, en passant à côté des vraies infrastructures et des vrais protocoles, vous allez franchement vous mordre les doigts sur le prochain cycle. Est-ce que pour moi, ce prochain cycle, il a commencé? Oui, et ça se voit sur tous les métriques d'adoption. Il n'y a que les prix qui ne le montrent pas encore. Mais je vous garantis que les prix, quand ils vont se réveiller, les gens vont se réveiller et tout le monde va se rendre compte des vrais projets. Et quand tout le monde va vouloir acheter les mêmes trucs, c'est là où, encore une fois, j'ai peur qu'il y ait des attraits très spéculatifs, les mêmes délires de momentum, etc. Parce qu'au final, il n'y a pas 50 000 bons acteurs. Et ils ont un nombre de tokens limité, et c'est toujours le même délire. Quand il y a un supply limité et qu'il y aura de la demande, les gens vont acheter, bourrer, acheter en avance pour acheter avant les autres, etc. Donc attention encore à ces aspects spéculatifs. On sait qu'ils sont là. Le spectre des débiles de bull market, de traders de momentum de 2021 sont toujours là. Évidemment, les niveaux de valorisation relatifs aujourd'hui demanderont beaucoup plus de capital. Ce qui fait que, malgré le fait que j'anticipe toujours des comportements très spéculatifs, je pense que les gens, quand même, vont comprendre qu'il vaut mieux acheter un Ether entier et le posséder réellement que d'en acheter 4 à crédit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc je pense que la nature du prochain cycle ne sera pas celle de 2021. Je pense que cette fois, on est sur une croissance organique qui va aller chercher des niveaux de valorisation. Par contre, encore une fois, pour moi, on est tellement sous les niveaux de valorisation aujourd'hui que le redémarrage peut être très violent. Hein, je vous l'ai dit, je le redis, pour moi, les métriques fondamentaux aujourd'hui, price un Ethereum à 3500$, ça s'échange à 1007. Donc pour ma part, on peut déjà faire x2 avant de commencer à dire on a rattrapé. Hein. Mais pour moi, la valeur, elle est comme ça. Hein. Donc, ça, c'était peut-être, on y allait un peu vite. Ça, c'est bon, ok, on a liquidé tout le monde. Maintenant qu'on a nettoyé les mauvais acteurs, on peut revenir à la valeur. Donc attention, encore une fois, à la relevée de ces tokens. Maintenant, si le message que vous prenez, c'est « Ah, ben super, il a dit 3005, du coup, je peux faire x2, je mets un effet de levier avec un stop à 1250. » Et ben voilà, vous risquez tout simplement d'attirer le market maker, à vous faire une petite mèche avant d'y aller. D'accord? N'essayez pas de timer ces marchés, bordel de merde, c'est la base. Les gestions du risque ici se font toujours par rapport à la taille du canal de tendance. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui, la taille du canal de tendance vous amène grosso merdo à 250$. Allez, ça veut dire que vous pouvez acheter Ethereum avec des stop loss à 300$. Ok, dans ce cas-là, encore une fois, quel est l'intérêt d'aller payer un taux d'intérêt, d'aller avoir un token que vous ne possédez pas? Punaise, autant acheter le token réel et arrêter de vous prendre la tête. Voilà, ok? Mais bien revenir à la réalité. Pour moi, il n'y a pas eu de bear market sur les bons tokens. Il y a eu un bear market sur les prix et des effets collatéraux et des liquidations, mais en termes d'adoption, il n'y a jamais eu de bear market. Donc pour l'instant, on est toujours dans le cycle d'adoption 2020-2025. Attention au rattrapage des prix par rapport à la valeur, mais ça ne concernera que les tokens qui ont des valeurs disruptives, c'est-à-dire des infrastructures qui font et qui remplissent des besoins disruptifs. Et pour moi, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Il y a Bitcoin qui n'a plus rien à prouver, Ethereum qui n'a plus rien à prouver, Chainlink parce qu'on a besoin d'un oracle, et clairement, on va tenter, à mon avis, une bulle Web3 parce que c'est clairement des cas d'usage de la blockchain qui pourraient être très intéressants pour l'économie. Mais, il faudra passer par une phase de bulle et il faudra que ça devienne stupide et dangereux, etc. Donc attention, encore une fois, si ça devient stupide sur le Web3, pareil, il faudra take profit et savoir sortir. Ok? Bien comprendre, encore une fois, tous ces trucs-là. Mais c'est tout ce que je fais pour ma part. Ok? Les délires là de tout va remonter, tout va pumper et les gens qui attendent une head season, je ne peux que le répéter en ce moment. Je pense que vous vous plantez total, les gars. Il y a pas de tout le marché crypto va rebondir. Toutes les daubes là qui servent à rien, ça va rebondir pour être vendu concrètement. Les résistances vont rester résistantes. Par contre, il y en a d'autres qui sont passés sous des niveaux de support qui auraient dû être maintenus pour ma part. Et eux, ils vont récupérer ces niveaux de support sans le moindre problème. Ces projets-là, Ethereum, Atom, Bitcoin, Chainlink, voilà. Tout ça, aucun problème. Ok?
Les autres, pour moi, c'est spéculatif. Moi, vous prenez ces 4-là, d'accord, c'est 75% de mon portefeuille. Ça veut dire le reste, je suis exposé, mais concrètement, je m'en bats les couilles. Voilà, ok. Et c'est comme ça qu'il faut que vous soyez aujourd'hui. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas 75% de son portefeuille dans ces 4-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, vous faites quoi là? Vous êtes en train de charger du shitcoin en espérant faire x50 pour après acheter les bons? Non, comprenez encore une fois qu'il vaut mieux acheter les bons dès le départ, étant donné les rendements qui sont escomptés. Pourquoi vous cherchez à gagner plus? Plus de rendement égale plus de risques. Il y a déjà tellement de risques associés à la volatilité de ces cryptos, je ne comprends pas cette volonté de chercher à aller encore plus loin. Voilà. Donc, la seule chose qui crée des bear markets de prix, ce sont des gens qui veulent gagner trop vite. Des gens qui ne comprennent pas, encore une fois, que les vraies infrastructures décentralisées de la blockchain évoluent lentement. Donc ce sont des gens qui cèdent au FOMO de l'adoption immédiate, de je dois en faire partie maintenant parce que sinon j'ai l'impression d'avoir quitté le train. C'est débile, ok? Si le nouveau train démarre, soyez juste dans les bons wagons et comprenez que le train, en fait, il était parti en 2019, il devrait arriver en 2024, 2026 au plus tard, et voilà, point. Et comprenez encore une fois que tout investissement reste une stratégie spéculative. Même si les cryptos sont clairement, pour ma part, une révolution, si on se mange une guerre nucléaire, eh ben vous en aurez bien rien à foutre de vos tokens. Ok? Donc bien de comprendre encore une fois que ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice. On n'en sait rien, il y a toujours un risque. Ne mettez dans la crypto que ce que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut pas mettre l'argent dont vous avez besoin pour bouffer dans 3 mois. Ok? C'est clair, net et précis. J'espère que dans ces cadres-là, vous aurez compris pourquoi je pense encore une fois qu'il n'y a jamais eu de bear market, si ce n'est des variations de prix extrêmes, mais que la valeur, elle, sur les bons tokens, elle n'a jamais bougé. Pire, elle n'a fait que se consolider, à mon avis. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao et bon week-end.